18h35, merci d'être avec nous en direct sur CNews et sur Europe 1. Bonsoir Prisca Thévenot. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du gouvernement. On va évidemment évoquer avec vous l'ensemble des sujets d'actualité. Avant cela, vous avez annoncé à la mi-journée qu'un attentat avait été déjoué sur notre sol le week-end dernier, le week-end de Pâques. Donc, avant de rétropédaler quelques minutes plus tard, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé ? Je vais effectivement vous rappeler ce que j'ai rappelé ce matin en compte-rendu du Conseil des ministres. C'est que ce week-end, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était sur une chaîne d'information en continu et a précisé qu'il y avait un passage à l'acte qui avait été déjoué en début de mois dernier. Donc c'est l'ensemble des journalistes qui ont mal compris ce que vous aviez dit. Je ne me suis pas permise de dire ça. Vous m'aviez demandé de rappeler ce qu'il en était, je vous ai rappelé ce qu'il en était, mais je ne me permettrai pas de venir juger le travail journalistique. Et en tout cas, ça ne me ressemble pas et je ne commencerai pas à le faire. Vous avez été mal comprise, c'est ce que vous voulez dire ? J'ai précisé l'information et je pense que c'est important de le faire. Mais encore une fois, je tiens à le dire. Il n'y a pas eu de maladresse de votre part, c'est la question que je veux vous poser. J'ai précisé l'information et je pense que c'est important aujourd'hui de rappeler une information qui doit être précisée. Point. Alors, la réforme de l'assurance chômage annoncée par le Premier ministre suscite une levée de boucliers, y compris au sein de la majorité. L'idée plébiscitée par Gabriel Attal est de réduire la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi pour les inciter à reprendre un travail. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, Sacha Houlié, qui préside la commission des lois, Clément Beaune, l'ancien ministre des Transports, sont contre. S'il y a des frondeurs au sein de la majorité, c'est peut-être que cette réforme n'est pas si bonne que ça ? Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des frondeurs au sein de la majorité présidentielle. Et pour en parler en connaissance de cause, j'étais hier en réunion de groupe Renaissance avec les députés lors de l'échange entre les députés de la majorité présidentielle et le Premier ministre Gabriel Attal. Et je n'ai pas eu le sentiment ni l'impression qu'il y avait eu des frondeurs. Sinon, je pense que les poids lourds de la majorité sont ouvertement contre cette réforme. Tous les députés sont des poids lourds de la majorité, je tiens à le dire. Et en tant qu'ancienne parlementaire, je tiens à le préciser aussi. Tous les députés de la majorité sont importants et ont leur mot à dire. Et justement, il y a de la nuance, il y a du débat au sein de la majorité sur une ligne qui est quand même assez connue depuis pas 2022, mais depuis 2017. C'est celle que nous voulons inlassablement lutter contre le chômage. Il y a le chômage de masse sur lequel aujourd'hui, force est de constater, nous n'en parlons plus, même si nous devons toujours être en alerte. Mais il y a un chômage qui continue à exister. Au-dessus de 7%. Il y a encore du chômage de masse parce que Gabriel Attal à l'Assemblée nationale redit aujourd'hui qu'il n'y a plus de chômage de masse. C'est bien ce que je viens de vous dire. C'est bien ce que je viens de vous dire. Permettez-moi de préciser, c'est bien ce que je viens de dire. Nous avons lutté contre le chômage de masse dès 2017, mais force est de constater qu'il reste encore un chômage qui est au-dessus de 7% et on doit continuer inlassablement à faire en sorte qu'il ne soit plus une question d'hommes et de femmes qui sont empêchés chaque jour. Parce que la réalité derrière tout ça, quand on parle comme ça sur les plateaux télé en se disant « mais c'est horrible, c'est etc. » Est-ce que c'est horrible de dire qu'on doit continuer à se mobiliser collectivement pour faire en sorte que des femmes, des hommes qui se retrouvent au chômage, qui sont des situations très compliquées, qui sont des situations subies, eh bien, on doit pouvoir les accompagner pour se former, pour se reconvertir par moment et trouver un travail qui paye bien et un travail qui ne met pas en danger sa propre santé. Et vous avez une idée de l'impact de cette réforme ? Ça permettrait à combien de demandeurs d'emploi de retourner vers l'emploi précisément ? L'impact de la réforme, c'est justement de permettre de faire en sorte qu'aujourd'hui, nous avons 400 000 entreprises qui recherchent à recruter, qui ont besoin de recruter. Et que nous avons ce chômage qui continue à rester autour et au-dessus plutôt de 7%. Et donc, nous devons pouvoir y répondre. Et donc, ça passe par de la formation, ça passe par de l'accompagnement, au travers aussi de France Travail, dont nous avons beaucoup parlé l'année dernière, je crois. Le projet de loi agriculture a été présenté ce matin en Conseil des ministres. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu aux demandes des agriculteurs ? Il fait partie de la réponse. Et j'insiste sur « il fait partie de la réponse ». C'était un enjeu attendu sur différents aspects, la capacité de former des jeunes et moins jeunes aussi vers les métiers du monde agricole, avec notamment un bachelor agri qui va être mis en place, qui avait été demandé, mais aussi cette capacité à faire découvrir les métiers du monde agricole. Il y a aussi le deuxième volet, au-delà de former, c'est cette capacité à installer et à permettre à transmettre, parce que aujourd'hui nous devons aussi revoir le modèle de transmission. On ne transmet plus forcément à ses enfants, et donc ça aussi, on doit pouvoir le regarder. Et puis enfin, simplifier. Simplifier au niveau national et au niveau local un certain nombre de mesures qui faisaient perdre du sens au métier de nos agriculteurs et de nos éleveurs. Ensuite, il y a un deuxième volet, j'y viens tout de suite, ou peut-être je vous laisse le dire, mais il y a le sujet du revenu. Et le sujet du revenu aussi, nous pouvons y en parler. Et c'est notamment l'objet des lois Egalim 1 et Egalim 2, sur lesquelles il y a un travail parlementaire
qui est en cours en ce moment avec la parlementaire Babo et le parlementaire Izard, qui vont remettre leurs conclusions et qui pourront faire avancer sur ce sujet aussi. Alors Geoffroy Lejeune a une question à vous poser. Oui, aujourd'hui, le Premier ministre Gabriel Attal a décidé de répondre seul aux questions au gouvernement dans un exercice un peu inédit. Vous êtes ministre, vous avez été parlementaire, donc je voulais vous demander... à l'aune de la crise démocratique, que je pense on peut s'accorder sur le diagnostic, sur le fait que les Français s'abstiennent de plus en plus, sur le fait que on vit une période compliquée, nos institutions sont malmenées, etc. Est-ce que vous pensez que c'est pas un peu artificiel? Est-ce que ça suffit? Je sais que Gabriel Attal a été nommé un peu pour rajeunir, parce qu'il frappait l'opinion aussi. Son passage au ministère de l'Éducation nationale l'avait prouvé. Est-ce que c'est pas un peu léger comme réponse? Alors, Gabriel Attal a été nommé parce qu'il agit. Et qu'il agit avec fermeté et qu'il n'a pas peur de dire les choses. Et dire les choses, je pense que c'est aussi important parce que mal nommer les choses, c'est être en incapacité d'agir correctement sur un certain nombre de sujets. Maintenant, force est de constater, c'est que oui, il y a un enjeu démocratique. Et effectivement, je suis porte-parole du gouvernement, mais je suis aussi en charge du renouveau démocratique. Donc, sur le premier enjeu, c'est que Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, déjà... en fin d'année dernière, alors que Gabriel Attal était ministre de l'Éducation nationale, avait soumis cette idée d'avoir une séance de questions au gouvernement, parce qu'il y en a 2 à l'Assemblée nationale, mardi et mercredi, d'avoir celle du mercredi, dédiée autour du Premier ministre ou de la Première ministre à l'époque. Ça n'avait pas finalement abouti. Et là, ça a été redécidé, mais c'est une demande de l'Assemblée nationale. Et donc, le gouvernement est chargé de venir répondre à cette demande. Donc, le Premier ministre, en l'occurrence. Mais d'un mot, le sujet du renouveau démocratique, oui, il n'y a pas que ça. Nous devons répondre devant la représentation nationale. Mais il y a aussi cette capacité à donner, à voir concrètement dans le quotidien des gens ce que les politiques publiques permettent dans la vie des gens au quotidien. Et donc moi, en parallèle, j'ai mis en place un tour de France des régions pour justement aller voir préfecture par préfecture auprès des élus locaux de tous bords confondus pour regarder là où les politiques ont été mises en place, celles qui ont été correctement menées et celles où nous devons continuer à avancer, à ajuster pour justement donner aussi ce sens de l'action politique. Prisca Thévenot, on va revenir aux économies que souhaite réaliser le gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous dire si le gouvernement envisage d'augmenter le nombre de jours de carence en cas d'arrêt maladie? J'ai vu un certain nombre de sujets arriver dessus, mais je pense qu'on est encore en train de découvrir, et c'est très bien, le fonctionnement aussi de l'Assemblée nationale et des textes qui arrivent en fin d'année. On parle beaucoup des textes budgétaires quand ils arrivent, mais en réalité, les textes budgétaires, ils se préparent. Et à cette période-là, chaque année, alors ça se fait normalement sans qu'on en parle sur les plateaux, mais tant mieux si on le fait aujourd'hui, il y a une revue des dépenses. Donc la revue des dépenses a lieu avec ce cap, c'est le cap de réduire et de désendetter la dette de la France, et avec une méthode, c'est celle de continuer à consulter les parlementaires, la société civile, et l'horizon, c'est au mois de juin, où l'ensemble des propositions seront faites par le Premier ministre. Donc c'est une piste parmi d'autres, mais c'est une piste qui est envisagée. La revue des dépenses se fait de façon globale. Mais ça ne veut pas dire que celle-ci sera retenue par rapport à une autre et qu'une autre sera abandonnée. Je pense qu'il faut aussi garder en cohérence. Tout repose sur une logique globale aussi de politique publique. Ça, c'est intéressant parce que c'est exactement la question que j'allais vous poser. Vos mesures éparses pour faire des économies, je ne suis pas nécessairement contre. La question du jour de carence, ça peut s'entendre. La question de l'assurance chômage aussi. Mais on peine à discerner, moi je trouve, une vision globale. On a l'impression que dans la précipitation, le gouvernement essaie de faire des économies par-ci par-là, y compris sur les taxis conventionnés qui vont devoir faire du covoiturage. C'est des mesures très technocratiques. Et moi, je trouve qu'il manque un peu une vision d'ensemble. On sait que c'est dans la dépense sociale, par exemple, 700 milliards, qu'on peut aller chercher de fortes économies et que le gouvernement, par exemple, ne s'attaque pas vraiment à ce sujet-là. Et donc, on a quelque chose de très ponctuel, mais pas forcément une vision pour d'abord se désendetter tout en continuant à produire et à investir. Pardon, mais si, en réalité, la vision, celle que nous portons depuis 2017, parce qu'on a l'impression qu'on parle d'un fantasme et d'un objectif qui ne sera pas atteint. 2017-2018, les premières années de la présidence d'Emmanuel Macron, nous sommes passés sous les 3%. Pourquoi ? Avec cette démarche qui est simple et qu'on réaffirme aujourd'hui inlassablement, c'est celle d'être en capacité d'être une nation puissante économiquement. Parce qu'en étant une nation puissante économiquement, eh bien, on pourra continuer à investir, à faire par exemple de l'école le premier budget de l'État, encore une fois cette année, de continuer à réarmer
réarmer nos services publics dans leur globalité, soutenir nos forces de l'ordre, pouvoir accueillir une fierté nationale, je l'espère, que seront les Jeux olympiques et paralympiques, et en même temps continuer à réduire notre dette. Je veux dire, encore une fois, il faut regarder d'où on vient aussi. Et comment on peut la réduire Prisca Thévenot, vous parlez de continuer à réduire la dette. Cette dette, elle a augmenté de 900 milliards depuis 2017. Est-ce que vous êtes crédible quand vous dites que vous voulez désendetter la France, alors même qu'elle n'a jamais autant augmenté que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir? Mais cette dette, c'est quoi? Non, mais cette dette, c'est quoi? Parce que aujourd'hui, je suis porte-parole du gouvernement. J'étais hier porte-parole du groupe de députés et avant-hier, j'étais porte-parole du mouvement En Marche. Et j'ai été sur différents plateaux, aussi bien ici qu'ailleurs. Et on nous disait à l'époque, faites-en plus par rapport à quoi? Par rapport à la crise Covid. Oui, il fallait permettre... 400 milliards. Il fallait permettre... 400 milliards d'euros. Oui. Ensuite, sur le bouclier énergétique. Il fallait pas le faire? Il ne fallait pas permettre de préserver le pouvoir d'achat des Français. C'est à vous que la question est posée. Non, mais c'est pour ça que je dis attention, aujourd'hui, à vouloir essayer de réécrire l'histoire, une fois qu'on a lu le livre, oui, nous avons fait des choix en responsabilité pour protéger les Français. Vous referiez les mêmes choix, 900 milliards d'euros de dette supplémentaire, vous referiez les mêmes choix? C'est le choix que nous avons fait, mais je vous pose la question, est-ce qu'on aurait dû laisser des personnes sans chômage partiel, laisser des entreprises couler? Est-ce qu'on aurait dû se dire que finalement, la crise Covid, chacun se débrouille comme il veut? Sur 900 milliards, il n'y a aucune mauvaise décision qui aurait été prise, vous assumez tout. Non, mais est-ce que je vous réponds justement. Est-ce qu'on aurait dû aussi ne rien faire sur le pacte pouvoir d'achat à l'été 2022? On n'aurait pas dû mettre en place la remise carburant, les boucliers tarifaires. Moi, je me souviens, à cette époque, j'étais parlementaire et au contraire, c'était plutôt plein de personnes, aussi bien dans l'hémicycle qu'ailleurs, nous disaient il faut en faire plus, il faut en faire plus, il faut en faire plus. Donc oui, nous avons fait le choix de protéger les Français et aujourd'hui, en responsabilité, les crises étant passées, nous devons aussi pouvoir avoir une gestion, pardon de le dire comme ça, mais de bon père ou de bonne mère de famille. Non. Et regarder là où on peut économiser, mais continuer à investir là où on doit. Alors, vous parlez de responsabilité. Je vais vous montrer ce sondage à présent. Il concerne l'insécurité. 92% des Français estiment que l'insécurité a progressé au cours de ces dernières années. Est-ce que vous partagez ce constat? Moi, je ne suis pas là pour remettre en cause le sentiment des Français. Le plus important pour nous, en responsabilité politique, c'est de répondre aux enjeux de sécurité. Partout. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a tout de suite réinvesti aussi bien dans les forces de l'ordre, parce que parler de sécurité comme ça, sans parler d'investissement en moyens humains et matériels, ça ne veut rien dire. Donc oui, on a investi auprès des forces de l'ordre, avec 10 000 agents supplémentaires, mais aussi, parce que sinon ça ne veut rien dire aussi, au point de vue de la justice, sur des moyens, mais également sur des textes législatifs pour faire avancer notre droit au regard des enjeux qui sont les nôtres. Vous parlez de sentiment des Français. Vous dites, je ne suis pas là pour remettre en cause le sentiment des Français. C'est un sondage. Bien sûr. Mais est-ce que l'insécurité, c'est un sentiment ou c'est pour vous une réalité? Non, il y a une réalité. C'est pour ça que je vous dis, je suis pas là pour vous dire non, circuler, il n'y a rien à voir. Attendez, je veux dire, on ne vit pas sur les plateaux télé. Moi, j'emmène mes enfants à l'école. Je vous ai dit, je fais un tour de France et donc je vais partout sur le territoire. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas là pour venir contredire des propos que vous venez me relater. Je suis là pour y répondre. Mais vous, à titre personnel, il vous arrive de ressentir l'insécurité? Je suis responsable politique. Vous me parlez à titre personnel, donc c'est rare que je le fasse, mais je me permets. Je suis responsable politique, porte-parole du gouvernement. Je viens souvent sur des plateaux, etc. Est-ce que je ressens l'insécurité? Oui, ça m'arrive, et même sur les réseaux sociaux. Ça peut paraître anodin, mais d'avoir des insultes et du mépris, et voir de temps en temps au-delà de ça, oui, c'est aussi par ça que ça passe. Et donc c'est pour ça que je dois le dire, nous devons inlassablement, collectivement, avoir une voix unie et soudée à cet endroit, et politiquement aussi, avoir une voix unie et soudée à l'endroit de celles et ceux qui nous protègent au quotidien. Je parle bien évidemment de nos forces de l'ordre. Depuis lundi, Prisca Thévenot, l'Allemagne autorise la consommation et la culture du cannabis dans un cadre récréatif. Faut-il faire, selon vous, la même chose en France? Je vous le dis vraiment, je pense que légaliser, c'est renoncer. Légaliser, je suis aussi mère de famille, légaliser, c'est renoncer à se dire que finalement, ça serait beaucoup plus simple de légaliser que de continuer à mener la vie dure à ce fléau qui abîme les esprits et les corps. Et c'est pour ça que le ministre de l'Intérieur a mis en place ces grandes opérations Place Net qui ont permis plus de 1700 interpellations qui ont eu lieu dans 120 endroits du territoire national, qui ont permis des saisies records, aussi bien en termes de cannabis que d'héroïne et de cocaïne. Et nous devons inlassablement continuer. Et c'est aussi renoncer peut-être à une démarche de bon sens.
c'est pas simplement en luttant contre le cannabis. Les points de deal, il y a du cannabis, mais il y a aussi tout autre type de drogue. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous devons pouvoir regarder ça avec responsabilité. J'entends qu'il y a un débat qui pourrait peut-être se mettre en place à l'Assemblée nationale. C'est sain d'avoir un débat. Il y en avait déjà eu un il y a quelques années. Sur ça, la liberté parlementaire est pleine et entière. Autre sondage, à présent, il concerne les élections européennes qui auront lieu le 9 juin prochain. D'après ce sondage, le Rassemblement national arriverait largement en tête avec 29% des suffrages, suivi par la majorité présidentielle et la liste de Valérie Haye à 19%, loin derrière le Parti socialiste, Place publique à 9%, la France insoumise à 8%, les Républicains et les écologistes également 8%. Le Rassemblement national 10 points devant la majorité présidentielle. Est-ce que vous y voyez un vote sanction contre le président de la République et le gouvernement? Si c'est un vote sanction, c'est triste pour Jordan Bardella quand même. Ça veut dire qu'il n'incarne qu'une sanction? Enfin, c'est un peu triste. Je pense que là, on est sur un scrutin important. Et permettez-moi de le rappeler, c'est le 9 juin. Il n'y aura qu'un seul tour. Il n'y a pas de tour de rattrapage. Et si on en est réduit aujourd'hui à dire que Jordan Bardella représente un vote sanction, ça veut bien dire une chose, c'est qu'il ne représente rien d'autre que cela. Il ne porte pas de projet donc pour l'Europe. Si j'en crois cela, il ne porte pas de bilan au niveau du Parlement européen. Quand la liste de la majorité à mi-mandat hein. est 10 points derrière la liste qui arrive en tête, on se dit quand même que ça peut être un vote sanction contre le président de la République. Mais je pense qu'aujourd'hui, on doit pouvoir aussi rentrer. Je suis pas là. Moi, je suis là pour. Enfin, vous savez, au-delà d'être effectivement porte-parole du gouvernement, le week-end, je suis aussi militante et je continue à militer. Et l'enjeu que nous avons pour cette date importante du 9 juin, avec des enjeux extrêmement importants aujourd'hui sur la place de l'Europe et la place de la France dans l'Europe, c'est de défendre un projet pour. Et vraiment inlassablement sur la base d'un bilan que nous menons et que nous portons. Et ce que nous devons aussi regarder en ce moment, et parce que la campagne, ça y est bien lancée, c'est les débats, ces moments aussi qui seront importants, des débats télévisés que toutes les têtes de liste pourront avoir. Et donc là aussi, nous allons pouvoir confronter les idées, des idées pas simplement pour nous faire plaisir sur les plateaux télé, mais pour les Françaises et les Français qui seront amenés à se prononcer bientôt. Merci beaucoup, Prisca Thévenot, d'être venue en direct sur CNews et sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes porte-parole du gouvernement. Merci à vous. Merci à vous. Et bonne soirée. On va à présent partir à l'Assemblée nationale où, pour la première fois, le Premier ministre Gabriel Attal était seul en scène, seul en tout cas dans l'hémicycle, pour répondre aux questions des parlementaires. Michael Dos Santos. Je suis ravi de pouvoir expérimenter ce nouveau format. Pour son premier seul en scène face aux députés, Gabriel Attal a fait le show. Dès les premières minutes, après une attaque du député du Rassemblement national Sébastien Chenu sur le déficit public, le Premier ministre fait appel à l'art de la formule. Évidemment, l'air de flûte que vous jouez aux Français n'a rien d'enchanté pour les Mozart de la finance. Vous nous parlez de Mozart de la finance. Avec vous, ça serait le crépuscule des retraites et la dette enchantée. C'est ça le programme du Rassemblement national. La tension monte d'un cran avec les députés de la France insoumise. Donc ceux que j'entends en permanence. Face aux huées et aux cris dans l'hémicycle, Gabriel Attal lâche les coups. C'est pas la peine d'essayer de hurler pour m'empêcher de parler. Ça ne marche pas avec moi. Donc économisez plutôt votre voix pour aller crier ailleurs, je ne sais où, dans des manifestations ou autres. Mais ici, ça n'aura pas d'impact sur mon expression. C'est tout. Quelques minutes plus tard, face à Adrien Quatennens, le chef du gouvernement tente d'inverser les rôles. Et avant de répondre à votre question, je vais vous en poser une autre. Sinon, comment expliquez-vous que le chômage ait autant baissé, si ce n'est par l'activité et par la politique de ce gouvernement? Le député de la France insoumise fait la sourde oreille. Gabriel Attal enfonce le clou. Vous n'avez pas répondu, c'est donc que vous reconnaissez que c'est l'action de cette majorité qui a permis la baisse historique du chômage. N'est jamais trop tard pour changer d'avis. Cette nouvelle formule sera expérimentée pendant les 5 prochaines séances à l'Assemblée nationale jusqu'au 29 mai prochain. S'il vous plaît, un peu de silence. Alors Geoffroy Lejeune, exercice réussi pour le Premier ministre ou pas? Alors, moi, c'est un exercice qui me dérange. Je suis désolé, je vais peut-être paraître un peu vieux jeu, mais en fait, je peux reconnaître toutes les qualités oratoires du monde à Gabriel Attal, que l'exercice soit inédit, que ce soit amusant, etc. Mais en fait, je pense que le Parlement n'est pas là pour ça. Je pense qu'on vit un moment de notre démocratie un peu compliqué en réalité, où je pense que notre système ne fonctionne plus. Nos institutions ont été abîmées, parfois détournées. On a vécu des longues périodes où le gouvernement, le président de la République gouvernait dans un cabinet de défense relativement opaque, où on ne connaissait pas les ressorts de la prise de décision
décisions. Normalement, notre système, il est censé fonctionner avec un parlement, un gouvernement, chacun a des missions bien définies, etc. Aujourd'hui, on est en train de faire sortir dans un contexte, c'est pour ça que je posais la question après Skatevno tout à l'heure de la crise démocratique, dans un contexte où les gens se détournent de la politique, ne votent plus, se sentent de plus en plus loin de ces institutions, et on est en train de détourner une institution, le Parlement, qui est quand même globalement encore assez légitime aux yeux des gens, pour la transformer en un cénacle pour une opération de communication peut-être très réussie, mais en fait, moi, je trouve ça dangereux. Alexandre Devecchio. Non, effectivement, et en creux, c'est aussi un désaveu pour les autres membres du gouvernement. Ça veut dire finalement que Gabriel Attal n'a pas confiance en sa propre équipe. Donc ça dit des choses. C'est pas extrêmement rassurant pour le gouvernement de la France. Et puis c'est une tendance du macronisme, j'ai envie de dire. On a parfois l'impression que Emmanuel Macron n'a confiance qu'en lui-même et que ses ministres n'existent pas. Alors là, il y a une tête qui dépasse, c'est Gabriel Attal, mais lui-même reproduit le même système qu'Emmanuel Macron en muselant tous les autres. C'est un côté amusant parce que voir Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, je pense que voilà, ils sont très énervés de devoir se taire, parce que c'est des ministres qui ont beaucoup d'expérience, mais effectivement, c'est un système qui ne fonctionne plus, je crois. Merci beaucoup, Alexandre Devecchio. Merci Geoffroy Lejeune de m'avoir accompagné durant cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, vous avez rendez-vous sur CNews avec Élodie Huchard dans Face à l'info, Hélène Zélani dans Europe 1 Soir sur Europe 1. Quant à moi, je vous retrouve évidemment demain. Très belle soirée à tous. Merci.